Bonjour, pour notre dernière séquence de ces 2 jours consacrés à la filière bois, au biosourcé, géosourcé, au rocher de Palmer et par Internet. Donc pour un format table ronde, et pour celle-ci, j'appelle à me rejoindre sur le plateau Virginie Thomas, Nicolas Rabuel, Jean-Charles Dandieu, Terence Domer, Hubert Rinaldi, Amélie Bourcard, Alain Iviglia. Et on les applaudit très fort. Donc ce format table ronde, effectivement, la thématique c'est à la découverte des filières bas carbone en Nouvelle-Aquitaine, paille, chanvre et terre. C'est pour ça qu'on est très nombreux, en fait. Pour chacune de ces filières, il y a 2 représentants. Et puis, les enjeux et les objectifs pour la région Nouvelle-Aquitaine, représentés ici par Virginie Thomas. Et sans attendre, effectivement, vous avez tous pris place. Vous êtes... voilà, très bien. Donc, eh bien, la première question, je l'adresse à Virginie Thomas. En fait, quelle est la politique de la région par rapport à ces 3 filières que je viens de citer, la paille, le chanvre, la terre, qui sont des filières bas carbone? En fait, qu'est-ce que sont vos attentes en fait par rapport à ces filières? Comment vous comptez comment vous les accompagnez? Quelles sont les perspectives que vous leur voyez, etc. Ça fait beaucoup. Enfin, on va commencer par le début. Et donc, vous savez tous qu'on est dans un format temps où à 17h45, au plus tard, vous serez libérés. Hein, sauf si vous avez tout dit avant, auquel cas, on finira avant. Virginie, c'est à vous. Merci. Bonjour à toutes et tous. S'il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées. La région Nouvelle-Aquitaine, en fait, a inscrit dans sa feuille de route Néoterra le lien avec toute action qui peut aider à baisser l'impact carbone de la construction, mais des activités économiques en général. Et je vais d'abord parler de construction, puisque moi, c'est mon domaine, enfin, c'est ma mission, entre guillemets. En fait, l'idée a été d'abord d'accompagner la filière paille. C'était en 2016. Et puis, la filière chanvre. Et puis, naturellement, on a pensé également à la terre crue. Et en fait, ce sont des accompagnements de filières qui ont été lancés suite à des études d'opportunité sur les développements de ces filières. La paille, on a demandé à ODIS de travailler sur cette thématique. On a vu aujourd'hui qu'il y avait une signature entre ODIS et Résonance Paille, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Le chanvre, il y a une action qui a été lancée en 2019 avec une étude et un accompagnement spécifique par des consultants sur cette thématique de mars 2020 à mars 2022. Donc là, on arrive à la fin et on aura d'ailleurs un témoin qui nous parlera du chanvre. Et donc l'idée, en fait, alors le chanvre, c'est différent de la paille dans ce sens où c'est vraiment une filière qui a des multitudes de développements possibles, hein, que ce soit la construction, l'alimentaire, le bien-être, le thérapeutique. Enfin voilà, c'est vraiment une plante incroyable à tous ces niveaux-là. Transversal en fait, comment. Voilà. Et puis on n'a pas fini de découvrir. C'est comme dans le cochon, dans le chanvre, tout est bon. Exactement, voilà. C'est comme dans le cochon. Il n'y a pas d'os. C'est mieux que dans le cochon, il n'y a pas d'os. Très bien, mais vous parlerez tout à l'heure. Oui. Et ensuite, on s'intéresse aussi naturellement à la terre crue et à la terre en général. Hein. Les anciens avaient bien compris ces techniques. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que toutes ces filières, elles sont complémentaires. C'est-à-dire qu'en général, on travaille avec le bois, avec du chanvre, avec de la paille. On l'a vu dans toutes les présentations qui ont été faites. En général, ce sont plusieurs matériaux biosourcés qui sont utilisés, d'où l'importance de travailler dans le dialogue, en concertation, et de travailler aussi beaucoup sur la formation des acteurs. On se rend compte aussi que sans formation des maçons, des artisans, des maîtrises d'ouvrage, des collectivités territoriales elles-mêmes, on ne peut pas avancer sur ces projets parce que, comme l'a dit l'élu tout à l'heure, la paille, au départ, ça fait... Qu'est-ce que c'est? Alors on parle encore de... Enfin moi, à chaque fois, ça me rend dingue, la maison du petit cochon, enfin les petits cochons, etc. Enfin je veux dire, il y a un moment... Mais c'est vrai, c'est la réalité. Il y a encore
encore énormément d'accompagnement, de pédagogie à faire sur ces matériaux qui, en termes d'impact carbone, sont vraiment, mais enfin, je veux dire, on n'a pas fait mieux. Et toutes les études le montrent. Donc la RE 2020 va peut-être permettre, en étudiant le cycle de vie et limiter l'impact carbone, de valoriser encore ces produits. Mais quand on sait qu'aujourd'hui, dans le monde, on consomme 18 kg de sable par jour et par habitant. Et on sait qu'en France, on produit 370 millions de tonnes de sable et on en recycle 25 millions. Il y a un moment, les problématiques d'approvisionnement, elles sont réelles. Elles se posent aujourd'hui avec des augmentations de tarifs incroyables sur les matériaux. Donc, effectivement, les matériaux biosourcés paraissent une solution tout à fait intéressante. Et je pense qu'il faut vraiment continuer à accompagner les acteurs. Merci pour cette introduction, Virginie. Et donc, vous aurez l'occasion éventuellement de réagir puisqu'on va passer ces 3 filières les unes après les autres. Et je vais commencer par la filière paille parce que vous nous avez dit tout à l'heure que c'est une filière précurseur en quelque sorte. Donc, je vais demander à Nicolas Rabuel. Donc, comment fait-on pour faire émerger justement une telle filière dans la région en fait? Est-ce qu'il y a des freins? Est-ce qu'il y a des atouts? Est-ce qu'il y a des aides? Voilà, enfin, comment racontez-nous l'histoire de l'émergence, rapidement, de l'émergence de cette filière? Eh bien, du coup, cette filière qui part de l'agriculture et qui peut avoir pas mal d'a priori, l'histoire des 3 petits cochons et autres. Donc, pour commencer, on fait de la baticulture. Donc on commence par amener de la culture, tout simplement, sur cette nouvelle pratique. Donc ici en Nouvelle-Aquitaine, effectivement, quand l'action d'émergence de la filière construction paille a commencé, donc c'était vraiment les prémices, c'était en 2015, et c'est vraiment la rencontre, je dirais, d'abord de 3 personnes en local, dont les 2 dames qui sont là-bas. C'est qui les 2 dames? Ève et Nathalie, voilà. Nathalie Sanson et Ève Guillemot, oui. ODIS. C'était le pôle éco-construction Limousin à l'époque, qui est devenu après le cluster Ecohabitat et qui aujourd'hui est ODIS. Et puis des volontés de fédérer les acteurs. Il y en avait déjà sur place, hein, donc en Limousin notamment, aussi en Aquitaine, en Poitou-Charentes également. Je ne vois pas où est Eddy, mais il est quelque part par là. Bref, et donc c'est quelques acteurs qui se sont réunis pour créer une association, réfléchir comment on pouvait fédérer tout ça, se poser des questions, aller rencontrer les élus, les institutionnels, et commencer à écrire un projet d'émergence de filière. Donc bon, ça c'est la partie très théorique, on va dire. Donc on a commencé à écrire tout ça, on a rencontré Virginie. Alors c'est ce que j'allais dire, effectivement, vous avez rencontré Virginie. Donc, à chaque fois les grands changements sont avec des grandes et des belles rencontres. Ce ne sont que des rencontres en définitive, l'histoire que vous nous racontez. Mais les filières, surtout dans les bio et géosourcés, sont avant tout des histoires humaines. Absolument. Et donc ces forces de conviction associées et bien entendu des arguments aussi tout à fait factuels et concrets. Alors il y a la réalité climatique, les ressources, etc. comme vient de le citer Virginie. Il y a aussi cette envie de mieux vivre ensemble à tous les niveaux, que ce soit dans les interactions sociales, culturelles, etc. mais aussi notre lieu de vie, l'habitat. Et donc, nous avons écrit un plan d'action que je ne vais pas détailler ici, nous n'avons pas le temps, mais nous avons travaillé sur les axes, comment je pourrais dire, structurants, pour ne pas dire un mot trop politique, mais les grands axes qui permettent vraiment de débloquer ce type de filière, à commencer par l'approvisionnement, la formation, qui est un point indispensable, la sensibilisation également, parce que si on n'a pas conscience de son incompétence, on ne va jamais aller faire la démarche d'aller se former, donc il faut d'abord sensibiliser. Et puis tout un tas de travaux d'accompagnement à la progression technique, des développements, des essais, des expérimentations, l'accompagnement de projets, des visites, hein, rien de mieux que de visiter pour convaincre, enfin de voir l'exemple et pas le meilleur moyen de convaincre, comme disait Gandhi, mais le seul. Bref, toutes ces choses qui font qu'une filière se développe et fait que nous sommes là aujourd'hui, hein, donc, où on démarrait il y a 5 ans à 30 personnes
dans un petit bâtiment, et on est passé au Zénith à Limoges il y a 2 ans. Là, nous sommes là aujourd'hui à rassembler des centaines de personnes. Voilà, alors la prochaine fois, il faudra prévoir une très très grande salle. Alors, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. On verra. Voilà. Alors, donc, vous, dans les problèmes, enfin, dans les questions que vous avez soulevées, il y a une question de la ressource, et je pense que pour chacune des filières, effectivement, la question de la ressource est une question importante. Vous avez à côté de vous Jean-Charles Dandieu, donc, qui est un producteur de céréales, de blé, sans doute. La paille que vous utilisez, c'est une paille de céréales, de blé, je ne sais pas. Alors, moi, la question que j'ai envie de poser à Jean-Charles Dandieu, c'est effectivement, est-ce qu'il y a des contraintes particulières, des spécifications particulières pour cultiver votre céréale, votre blé, dans une perspective d'en utiliser la paille pour le bâtiment? Parce qu'aujourd'hui, on cultive la céréale, le blé, pour le grain d'abord, une utilisation alimentaire. Et puis la paille, effectivement, ça peut servir à divers usages, hein, notamment pour le paillage des étables. Mais donc les bâtiments, maintenant, c'est un nouveau marché. Alors, comment sur ce nouveau marché, ça s'est traduit chez vous, en fait, dans la culture, dans le stockage, etc., en fait? Est-ce que vous avez de nouvelles pratiques qui ont été mises en place à cette occasion? Bon, donc moi je suis agriculteur, j'ai une petite ferme en Chalosse avec une surface de 80 hectares qui est relativement important pour la zone, mais qui est quand même petite à l'échelle du département des Landes. Les petites bottes, c'est quelque chose qu'on fait dans ma ferme de génération en génération, on a toujours fait. Je pense que certains d'entre vous ont un jour bougé des petites bottes, peut-être dans une ferme familiale. Donc c'est quelque chose, une pratique qui était annuelle, saisonnière. Par la suite, c'est par le milieu du cheval qui m'a permis d'abord de développer la production de petites bottes. La demande en production pour ce milieu-là devient de plus en plus importante. Et puis par la suite, j'ai commencé à travailler avec quelques particuliers qui souhaitaient faire de l'éco-construction et qui me contactaient via Super Centrale d'achat Le Bon Coin, et qui, pour faire eux-mêmes leur maison sans avoir particulièrement d'encadrement. Donc j'ai commencé à m'intéresser à cette filière-là. Ma production se développant de plus en plus, je me suis mécanisé, chose qui est assez compliqué, parce qu'il faut dire ce qui est, les matériels pour faire des petites bottes, c'est pas très courant en 2021. Alors les spécificités, alors oui, la paille, c'est tout d'abord de la paille de blé, mais ça peut être aussi de la paille de triticale. Il existe différentes pailles. Il faut savoir que dans le milieu agricole, la paille, ça reste le sous-produit de la culture. Qui, dans les mentalités, est en tout premier lieu le premier débouché et la litière pour les animaux, quoi. Ce qui provoque quelques problèmes pour moi qui souhaite faire de la paille en construction pour de la construction. C'est-à-dire que il faut persuader les agriculteurs que voilà, la paille reste un produit de première catégorie, au même titre que le grain, et qu'il faut qu'ils prennent soin de leur paille, qui pour eux est le sous-produit. Autant dans la période de culture, ne serait-ce que par les traitements. Alors on est dans une région, enfin dans les Landes, on est dans une région où il y a peu de culture de céréales d'hiver. Voilà. Quand vous m'avez dit que vous étiez dans les Landes, je me dis tiens, mais on parle de blé, pas de maïs. Mais bon, voilà. Donc il y a peu de culture de céréales d'hiver. C'est qu'il y a de certains avantages, c'est qu'il y a une faible pression de maladies fongiques, entre autres, et qui permet d'avoir très peu de traitements sur les surfaces. Mais aussi, à la fois, on est aussi dans une, comme vous le dites, dans une région très productive de maïs. Et du coup, dans les mentalités, c'est difficile d'inciter les agriculteurs locaux à faire plus de céréales d'hiver.
C'est ce que moi j'essaie d'inciter autour de chez moi avec mes collègues agriculteurs, en essayant de leur apporter une valorisation supplémentaire de leur paille, qui pour eux reste un sous-produit, sous condition d'avoir une paille de qualité pour faire de la construction. Malgré tout, il y a un élément qu'on ne peut pas gérer, c'est la météo. Le blé est une culture vivante aux aléas de la météo, qui fait que la qualité est difficilement gérable par avance, quoi. On a tous connu ce mois de juin, ce mois de juillet qui a été assez pluvieux. En termes de qualité pour la paille, c'est assez catastrophique pour avoir une paille de qualité, quoi. Voilà, donc les aléas climatiques, effectivement, peuvent perturber les récoltes. Mais la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, est la plus grande région agricole de France. Et donc, la ressource est abondante, hein, surtout peut-être dans le nord de la Nord-Aquitaine, voilà, ou Poitou-Charentes, où il y a pas mal de cultures de céréales. Mais aussi en Chalosse et dans d'autres départements. Oui, tout à fait. Après, moi, je m'efforce de travailler avec un tissu local. Donc, en fait, je marche par rayon géographique, quoi. Alors, il est vrai que moi, étant au sud des Landes, c'est sûr, le Poitou-Charentes, il y a plein de... Mais finalement, c'est loin. J'ai plus tendance à force d'élargir mon rayon, à me tourner vers le Gers, qui est aussi une région qui produit beaucoup de paille. Et puis au fur et à mesure de la production, j'élargis mon rayon. Tout en sachant que je ne suis pas... voilà, la botte de paille, j'en fais toute l'année. Parce que ça permet de gérer des contraintes de qualité. Ça permet de dépoussiérer ou d'enlever les menus paille dans les bottes de paille. De faire pour certaines constructions des boîtes sur mesure. Voilà, alors vous dites vous en faites toute l'année, c'est-à-dire que vous stockez et puis en fonction de la demande sur le marché du bâtiment, vous reconditionnez peut-être selon les demandes en définitive. Voilà, alors j'essaie de stocker, mais la demande aussi bien en litière qu'en construction est en fort développement. On fait face également à des problèmes de stockage. C'est-à-dire que si je peux avoir un fournisseur qui a une paille de très bonne qualité, ça ne me dérangerait absolument pas de lui acheter tout son stock pour après par la suite faire du reconditionnement en petites boîtes de construction et la stocker et permettre après à des constructeurs ou à des acheteurs potentiels pour la construction paille de leur fournir immédiatement de la matière. À l'heure actuelle, le problème principal, c'est pas forcément la matière première à retransformer en petite boîte, c'est plus le stockage pour avoir par la suite après un temps de réaction le plus court possible et permettre la mise en œuvre la plus rapide possible sur les chantiers, quoi. Merci. Je regarde le temps et puis je voudrais m'adresser aussi aux autres filières. Donc je me tourne vers le chanvre maintenant. Alors Terence Domer et Hubert Rinaldi. Effectivement, si vous pouviez continuer un petit peu l'histoire que Virginie Thomas a commencé à nous raconter du chanvre en Nouvelle-Aquitaine, hein, la structuration en différentes associations, le chanvre mélois, les producteurs de chanvre Nouvelle-Aquitaine, je crois. Et puis, vous nous avez porté des produits qui illustrent bien que le chanvre est à... multiples facettes, tout à fait. Est à multiples facettes et il y a le bâtiment et puis il y a plein d'autres usages. C'est cela même. Alors, déjà, je voulais vous remercier à tous et surtout à Madame Guillemot de nous avoir invités. Pour rebondir sur les propos de Virginie, effectivement, en 2019, nous avons eu une étude pour pouvoir un peu faire le panorama, la cartographie des acteurs chanvre qu'il existe sur le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine. Ça a permis de mettre en œuvre des interactions, des rencontres entre ces différents acteurs. Donc c'est ce que disait aussi Madame Thomas, c'est les rencontres également qui font les filières. Le chanvre, pourquoi tous ces acteurs en sont férus, c'est que c'est une plante qui a des avantages aussi en termes de transformation, mais également en termes agronomiques, de culture, qui s'inscrit bien dans une démarche de rotation des cultures. Et là, nous avons à côté de moi un spécialiste de cette mise en œuvre de l'agriculture de chanvre.
qu'est-ce que les apports aussi en eau? C'est une plante qui est peu gourmande en eau, et également en intrants. Donc c'est une plante qui a de l'avenir sur différents bassins, sur différents types de sols. Justement, le sud des Landes est porteur du projet de bassin pour un approvisionnement local de chanvre, car c'est ça aujourd'hui l'enjeu de notre association Chanvre Nouvelle-Aquitaine. On est tous d'accord pour utiliser des matériaux biosourcés, mais pas non plus pour qu'ils viennent de l'autre bout du continent. C'est pour ça que notre association a pour objectif de développer des bassins locaux avec des acteurs pour produire du chanvre le plus court possible. Je crois que vous avez tous effectivement cette préoccupation, c'est ce que vous disiez, Monsieur Dandieu, effectivement, des cercles concentriques et du local le plus possible, oui. Et donc dans le chanvre, c'est la même chose. Hubert Rinaldi, chanvre mélois, oui. Oui, la particularité, c'est quand même que le chanvre, ça ne se cultive pas comme du blé. C'est-à-dire qu'une année, ça peut très bien se passer, l'histoire, mais si la météo n'est pas de la partie, ben c'est une catastrophe, quoi. Si vous n'avez pas les moyens techniques ou les connaissances, vous allez vous planter lamentablement. La preuve en est qu'aujourd'hui, même dans les industriels, ils ont du mal à tenir au-delà de 5 ans. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 10 ans, il y avait une bonne dizaine d'industriels. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 5, donc 2 qui sont en bonne forme, et tous les autres, soit ils sont en redressement, soit ils sont en liquidation. Donc, ce n'est pas un bon signe. Et dans les transformateurs petite échelle, agriculteurs, groupes d'agriculteurs, la moyenne de vie de ces entreprises-là, c'est 5 ans. Donc, ce n'est pas du tout montant dans le moral. Mais bon, Chanvre-Mélois, ça fait 16 ans qu'on y arrive. Et aujourd'hui, on est en train de finaliser notre système pour qu'il soit dupliqué dans tous les bassins que la région permet de mettre sur les rails. Et en même temps qu'on modélise notre système, on fait les labellisations, les certifications, de façon à être sûr que tous ces produits-là vont trouver des débouchés par les caractéristiques qu'on va offrir. Et en même temps qu'on développe les bassins, on développe une multitude de produits. On essaie que la même plante fournisse tout un tas de marchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, par exemple, on a le chène-vie pour l'alimentaire, on a tout ce qui est isolation, la chène-vote et les fibres, mais la poussière aujourd'hui, jusqu'ici, qui était balancée, sert de charge, par exemple, dans l'argile, pour faire des pavés ou des briques ou des choses comme ça, pour économiser la ressource d'argile. Ensuite, vous avez tout ce qui est feuilles et comment ça s'appelle, les feuilles de chanvre, entre autres, qui vont dans la pharmacie, dans l'extraction. Donc on voit que si on utilise tous ces produits-là, on arrive à avoir une rentabilité pour les agriculteurs qui est très très intéressante. Et en même temps, ce que moi je voudrais, c'est qu'on arrive à changer notre système agricole un petit peu, de toujours être à perfusion, comme on dit, par des primes, parce qu'on fonctionne que comme ça. Et si on arrive à montrer qu'en diversifiant nos assolements, qu'on arrive à faire différentes cultures, qu'on arrive à tout imbriquer les unes dans les autres, on arrivera à obtenir non seulement des économies d'eau, mais aussi d'azote, tout simplement, être autonome en azote. Ça peut paraître bizarre, mais c'est un des problèmes de demain. Et en même temps, on est dans l'écologie et tous les produits vont correspondre pour tous les marchés. Parce qu'il ne faut pas faire qu'une chose, il faut faire une multitude de choses et alimenter une multitude de marchés. Non, je continue, termine, excuse-moi. Non, c'est bon. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Hubert. Donc, une filière complète, des sols de qualité, et c'est ça l'enjeu aussi de notre action, et trouver des débouchés et que la filière, la culture soit rentable pour les agriculteurs. C'est ça aussi notre leitmotiv. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai ramené tous ces produits-là qui sont dérivés effectivement du chène-vie, mais aussi de la chène-vote. Et Hubert parlait de la poussière, c'est-à-dire qu'on a des coproduits, effectivement, mais qui peuvent trouver des débouchés. Et l'enjeu aussi que nous avons, c'est de trouver justement vers où envoyer ces matières, vers quel secteur de marché. Alors, pour ce qui concerne le bâtiment, peut-être que les questions elles vont nous donner des indications. Moi, ce qui me frappe dans vos propos, c'est qu'effectivement, vous êtes tous dans une démarche de filière, c'est-à-dire de filière où tous les acteurs doivent y trouver leur compte si on veut que ces filières soient pérennisées et se développent à l'avenir. Alors, Amélie Bourcard, la terre crue, je voudrais vous poser la question.
comment vous êtes tombé dans la terre crue, pourquoi, et puis vous êtes animatrice de l'association Chapeau et Bottes, alors pourquoi ce titre, voilà, tout simplement. Ok, bien, merci, bonjour à toutes et à tous. Par rapport à la première question, quand est-ce que je suis tombée dans la marmite de la terre? C'est il y a 10 ans, quand j'ai moi-même décidé d'auto-construire ma maison en bois terre-paille, de sortir du système j'ai un emprunt pendant 25 ans, j'ai une maison conventionnelle. Je me suis dit, ah ben non, en fait, ce scénario-là, il est vraiment pas pour moi. Donc voilà, c'est en allant justement chez des voisins picto-charentais, terre-paille et compagnie, que j'ai découvert qu'il était possible de construire avec de la terre, du bois et de la paille. Et depuis, voilà, je roule ma boule d'argile pour pouvoir diffuser le fait que ce matériau qui a juste permis à l'homme de se sédentariser il y a quelques milliers d'années, que c'est pas nouveau, mais par contre qu'il y a vraiment tout à structurer pour que ça ne soit plus l'exception, mais que ça puisse être intégré dans le paysage, comme de la biodiversité dans l'agriculture, qu'on ait de la biodiversité dans les matériaux. Donc voilà, donc effectivement j'ai décidé avec un groupe de copains et copines férus de terre de lancer Chapeau et Bottes en 2019. Et pourquoi ce terme? Voilà, pourquoi Chapeau et Bottes? Pourquoi Chapeau et Bottes? Parce qu'il est coutumier, en fait, dans la construction, en tout cas dans nos climats tempérés, dans la conception, il y a pas mal d'architectes qui sont passés sur le plateau, d'avoir un bon chapeau, c'est-à-dire dans la conception architecturale, d'avoir des débords de toit qui permettent justement aux bâtis en terre de ne pas subir l'érosion, puisqu'on est quand même dans une région un peu humide. Voilà, quelque peu, oui. Voilà, et des bonnes bottes. Donc effectivement d'avoir des fondations et un mur de soubassement qui permet aussi la pérennité du mur en terre et de ne pas subir les remontées capillaires naturelles du sol. Voilà, et donc ça rejoint, et ça me fait une transition avec les questions que je voudrais poser à Alain Iviglia. Tout à l'heure, il nous a dit... on a été coincé pour finir nos murs en pisé au Taillan-Médoc parce qu'on était à la saison humide. Il a fallu protéger le mur avant que les toitures ne soient mises pour protéger, en fait, que le chapeau ne soit mis en quelque sorte. Alors, la terre, comme je vous l'ai expliqué, moi c'est un matériau que je découvre depuis quelque temps. Vous n'êtes pas tombé dedans depuis... Non, excessivement longtemps. Par contre, je trouve que c'est un matériau passionnant qui a son monde à lui et qu'il faut bien le comprendre. Et on a tous des réflexes, en fait, où on aimerait l'utiliser dans des dispositions pour lesquelles il n'est pas prévu. Donc c'est vrai que ça, il faut déjà le savoir. Donc, et c'est un matériau sensible, et sensible à l'eau, comme la pierre finalement. Donc il faut effectivement des précautions importantes pour ne pas bâtir directement sur le sol. Mais enfin, c'est évident pour les artisans terre crue, ce qui est peut-être moins pour d'autres, où il faut effectivement le protéger en permanence. Il faut des débords de toit, il faut des accès avec, si possible, des protections. Il ne faut pas mettre des murs terre à l'ouest, puisqu'on a des vents, nous, dominants, avec souvent de l'eau. Donc il faut penser à tout ça et il faut le travailler en masse. C'est un matériau qui a besoin d'être travaillé en masse, c'est-à-dire une épaisseur suffisante pour pouvoir résister au temps et résister aussi à sa petite dégradation naturelle qui se fait en surface. Donc il faut que le matériau soit utilisé, surtout si en plus il est porteur et qu'il monte assez haut, il faut qu'il soit assez épais. Ouais. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué à propos de l'exemple Taillan-Médoc la question du sourcing, pour employer un mot anglais, effectivement. Est-ce que aujourd'hui, dans tous les territoires de la Nouvelle-Aquitaine, on sait précisément, puisque vous avez dit qu'il faut des qualités particulières, etc. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut partout, quoi, en fait? Et est-ce qu'on le sait? Alors, moi, comme je vous l'ai dit, je suis parti sur cette opération et je me suis fait accompagner d'un artisan terre crue qui, malheureusement, n'a pas pu m'aider beaucoup dans le sourcing ou dans la recherche de terre, puisque c'est quelqu'un qui travaille avec de la terre native. Et l'alternative, il la trouve sous ses pieds. Donc, il travaille dans le 64, dans le 65, dans le 32. Donc là, on a effectivement une terre native. Après,
Nous, on travaille dans les monuments historiques et on sait que quand on veut restaurer un château, on va chercher les carrières locales parce qu'on est à peu près sûr que la pierre vient de là, quoi. Donc c'est pas, voilà, c'est naturel. Le pisé, il suffit de regarder si on a du bâti historique en pisé, en Gironde, pour savoir ou sentir si on risque de trouver du pisé natif. Et c'est pas le cas. Donc c'est plus le cas dans le Gers, encore une fois, ou dans le 64, dans le 65, ou en région Rhône-Alpes, ou en Auvergne. On a du bâti historique qui existe encore. Voilà, on garde l'habitat traditionnel et ça donne une indication. On suppose qu'on a des sols qui sont propices au pisé. Chez nous, la difficulté, c'est qu'il va falloir vraisemblablement le reformuler. Alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il y a des régions en Gironde que je ne connais pas, que j'ai sous-régions, avec des poches de terre argileuse, parce que c'est la vraie difficulté. Et dès qu'on rentre dans une solution de formulation, c'est un peu de la chimie, quoi. Il faut réussir à reproduire ce que la nature fait en quelques milliers d'années ou quelques millions d'années. Nous, en quelques semaines en atelier. Donc c'est vrai que c'est assez complexe. Donc j'aurais bien aimé que la filière terre soit aussi avancée que la filière chanvre ou paille, pour m'adresser à des organismes qui m'auraient dit, voilà, tiens, là, il suffit de creuser un peu et on va trouver une terre propice. Mais voilà. C'est pas le cas. Je suis content de voir qu'Amélie et d'autres peut-être mettent en place des plateformes qui vont recenser les gisements d'argile, les gisements de terre argileuse, parce que ça aurait pu m'aider, moi, Alors, ce que j'ai fait, c'est pas compliqué. Dès le départ, moi, j'ai utilisé mon réseau, parce que naïvement, je pensais quand même en trouver un peu. Donc, je me suis adressé à des boîtes de terrassement. Mais le problème, c'est qu'il y a déjà un problème de sémantique. C'est-à-dire que quand on leur dit « trouvez-moi une terre gravelot-argileuse », ils entendent argile. Et quand ils sont en terrassement et qu'ils trouvent de l'argile pour eux, c'est un produit très emmerdant, parce qu'ils sont pas. Donc c'est une opportunité de s'en débarrasser, quoi. Voilà, donc ils nous appellent et ils me disent bon, tiens, voilà, elle est là, tu la prends quand? Moi, je peux te la livrer demain, quoi. Ouais, attends, c'est quoi déjà? Puis c'est de l'argile. Et l'argile, moi, j'en veux pas. On ne sait pas la mélanger, l'argile. Gravelot argileuse. C'est une terre gravelot argileuse. Il faut qu'il y ait autour de 10-12% d'argile dans le spectre de la composition de la terre argileuse, de la terre gravelot argileuse. Donc déjà la sémantique elle est compliquée parce qu'il y a, alors heureusement ils ne proposent pas de la terre végétale, mais c'est vrai qu'ils entendent argile, ils entendent uniquement argile. Donc on n'en trouve pas en fait. Et puis de toute façon dans le rythme des chantiers de terrassement, ils ont un timing, on n'a pas le temps de faire. C'est de la ressource éphémère, quoi. Voilà. Il faut que ça soit débarrassé. Et comme le disait Julien Curdevet tout à l'heure, ce serait très intéressant que dès lors qu'il y a des projets de construction sur des terrains, au même titre qu'il y a des diagnostics qui sont faits sur la qualité des terrains, des sols, l'environnement, la perméabilité des sols. Enfin, il y a des études qui sont faites. Il faudrait qu'il y ait des études qui soient faites pour caractériser et déterminer la qualité des terres qui sont sous la terre végétale. Parce que si on avait ces études alors je sais qu'il y a des bureaux d'études de sol, moi, qui m'ont contacté, qui m'ont dit qu'à force de faire des sondages un peu partout, ils ont une bibliothèque en fait de sondages. Donc il suffirait de regarder les courbes. Donc c'est des courbes sédimento-métriques qu'il faut, puisque la courbe granulométrique ne descend pas jusqu'au argile ou au silt. Il faut des analyses un peu plus approfondies. Et en fait, il faudrait arriver à faire en sorte que dans le processus de construction, il y ait cette étape de caractériser la terre du site sur lequel il y a un projet. C'est là peut-être qu'il faut être transversal. Je ne sais pas si ça existe partout, mais au moins dans les territoires viticoles, il y a des cartes pédologiques avec des profils pédologiques, et donc ils sont peut-être capables de vous dire qu'est-ce qu'il y a dessous. Je ne sais pas, je pose la question. Alors, il y a peut-être des choses comme ça à imaginer, des liens. On ne fait que dire depuis hier faire réseau, etc. Il faut faire réseau dans le bâtiment, mais aussi un petit peu à l'extérieur. Peut-être qu'il y a aussi des contacts à prendre. Je ne sais pas. Enfin, globalement, on le sait. On connaît la qualité des sols du Médoc, de l'entre-deux-mers. On le sait, c'est des sols sédimentaires. Il y a des choses qu'on sait. Voilà. Oui. Bon, et si vous avez bien remarqué, Bordeaux est construit en pierre et il y a énormément de sources de carrières. C'est du calcaire à stérie, c'est très fossilifère. On a des ressources immenses là-dessus. Oui. Mais sur la terre,
Il se peut qu'il y ait des zones avec quelques hectares de terre qui seraient propices au pisé, je ne sais pas. Ça, moi, je n'ai pas trouvé, j'en doute, mais j'aimerais bien le savoir. Et pour ça, il faudrait mener des campagnes de alors, je rebondis là-dessus. Amélie, alors, est-ce que vous n'avez pas engagé un travail là-dessus sur une certaine cartographie, en fait, des ressources, en définitive ? En effet, sur la terre crue, il y a vraiment, comme l'illustre, en fait, il y a un projet national terre qui a été lancé en 2019. Allez, en face du micro. Oui, à l'échelle nationale portée par le ministère de la Transition écologique. Il y a plusieurs axes, celui de la promotion, donc c'est ce qu'on fait nous depuis 2019, mais il y a aussi celui de faire évoluer les normes et le cadre réglementaire et l'identification des gisements. Et donc c'est le travail qu'on a démarré depuis l'année dernière avec deux autres collègues, donc le bureau d'études structure qui s'appelle Intersection, et le collectif Cancan, qui est un collectif d'architectes déjà impliqués sur les questions de réemploi sur la métropole. Et c'est vrai que quand on s'est posé la question et qu'on s'est réunis en se disant ça serait super si on pouvait mettre de la terre partout, on s'est dit en vrai, on va peut-être déjà se questionner sur qu'est-ce qu'on a sous nos pieds, même si par rapport à ce que dit Alain, oui, on a du patrimoine, donc on a quand même des marqueurs, mais on a besoin d'aller un peu plus loin pour que cette filière elle puisse se mettre en œuvre. Donc nous sommes allés voir le conseil régional. Alors Virginie Thomas, je suis désolée. Vous dire, peut-être qu'il peut vous accompagner pour lever ce frein-là. Virginie interviendra si elle veut, en fait. Voilà. Voilà, donc nous, on s'est orienté vers la direction de l'économie sociale et solidaire, puisque pour nous, l'acte de bâtir, c'est aussi une innovation sociale. Donc on viendra dans un deuxième temps voir Virginie, mais voilà, ça a été notre porte d'entrée, ce qui nous a permis effectivement de démarrer le projet cette année, puisque nous sommes lauréats de l'AMI, donc appel à manifestation d'intérêt de l'économie sociale et solidaire. Et dans ce projet, il y a effectivement l'enjeu de pouvoir... alors déjà notre collectif l'illustre, moi autodidacte, amoureuse de la terre, le bureau d'études et le collectif d'architectes, de travailler déjà sur une coopération sur des gens qui peut-être ne dialoguent pas beaucoup, ou en tout cas pas assez. Et puis assez vite d'aller rencontrer la puissance publique pour voir si effectivement il y a un tremplin à faire avec eux, et de pouvoir par rapport aux questions et aux challenges qu'a relevé Alain, de dire ok on va pouvoir, en tout cas c'est notre ambition, de pouvoir caractériser à l'échelle. Notre premier terrain d'expérimentation c'est la Gironde, mais on souhaite s'étendre à la Nouvelle-Aquitaine, de pouvoir caractériser quels sont les potentiels de terre, quelles en sont les caractéristiques, et quelle est ce qu'on appelle nous la convenance des terres et les techniques qu'on va pouvoir facilement développer pour être au service de toute la chaîne à la fois de la réhabilitation, puisque pour moi c'est important de travailler sur la réhabilitation et sur la construction. Donc Alain, peut-être que d'ici une petite année on pourra te dire vas-y fonce, tu trouveras du pisé. Faudrait aller plus vite, s'il te plaît. Ouais, ça va dépendre de la levée de fonds. Donc Virginie a saisi le micro, c'est qu'elle veut dire quelque chose. Oui, alors moi je travaille à la mise en œuvre des filières, donc je suis très souvent citée, mais je ne suis absolument pas la seule à la région à travailler sur les filières biosourcées, il faut dire les choses clairement. On a des collègues ici de la direction de la construction sur le chanvre, la direction start-up, performance industrielle avec Florence que j'ai citée tout à l'heure, et bien d'autres. Et on travaille aussi grâce à l'ADEME, à l'ADREAL, mais on travaille avant tout grâce aux associations. Et en fait, j'ai juste fait un petit récap des associations qui sont investies dans les filières biosourcées. Et je cite Chapeau et Paille, Philoa, Hydre, ODIS, Chanvre Nouvelle-Aquitaine, Résonance Paille, Collectif Cancan. Je veux dire, on travaille parce que les associations en amont, avec les acteurs, font émerger des demandes et des propositions d'actions qui vont structurer les filières. Donc la région, elle accompagne en fait ces acteurs qui sont moteurs au départ. Voilà, donc ça c'est vraiment important de le dire. Et puis on a aussi le travail avec des organisations professionnelles, la CAPEB, la FFB, l'UNICEM. L'UNICEM, c'est tout ce qui est carrière et matériaux qui commence à s'intéresser vraiment à cette thématique en voulant s'intégrer dans la feuille de route Néoterra. Donc en fait, c'est un mouvement de l'ensemble des acteurs de la région. Et je pense que c'est vraiment important de le dire. Et c'est parce qu'il y a l'ensemble des acteurs qui se mobilisent qu'on avance.
Voilà, je voulais juste être... Merci Virginie, ça me permet de faire la transition vers la deuxième question que je voudrais poser à l'ensemble des membres de la table ronde avant de donner la parole aussi à la salle qui posera des questions. Les uns et les autres, vous avez parlé d'informer, de sensibiliser, de former éventuellement. La question que j'ai envie de poser à Nicolas Rabuel, mais aussi aux autres filières, c'est si aujourd'hui un maître d'ouvrage est intéressé, alors comment il fait par la paille, par le chanvre, par la terre? Comment ça se passe en fait, Résumez-nous un petit peu, ou par les trois, parce que là je vous mets les uns à côté des autres, mais effectivement on a vu des projets où c'est les uns avec les autres, y compris avec le bois d'ailleurs, pour faire l'ensemble, boucler la boucle. Dans le meilleur des cas, il en a déjà fait, donc il sait comment faire. Alors ça, c'est le meilleur des cas. L'expérience. Bon. Après, il est déjà dans les réseaux, donc il sait à qui demander. Et donc, il va aller vers des personnes compétentes. Et après, il y a celui qui a entendu parler, a vu un reportage sur une chaîne plus ou moins pertinente et va faire son nouveau cheval de bataille ou de sa campagne électorale, peu importe. La volonté de faire un bâtiment écologique avec par exemple de la paille, du chanvre ou autre. Et là, il faut espérer que l'un d'entre nous va lui arriver dans son bureau ou en tout cas au bout du fil à un moment ou à un autre, de manière à ce qu'il aille contacter les bonnes personnes et pouvoir mener son projet à bien dans les bonnes conditions. Et quelquefois, il se trouve qu'il va contacter son réseau ou les premiers maîtres d'œuvre ou entreprises et autres qui lui tombent sous la main, qui se disent « ça doit pas être bien compliqué ». Et puis nous, on passe derrière en expertise, on trouve des professionnels pour attraper le coup, ou alors on répond à FR3 qui nous dit comment ça se fait qu'on ait un tel retour sur un tel bâtiment, est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est l'absence de sensibilisation, de formation, de compétences, d'expérience, etc. Donc la porte d'entrée, c'est les réseaux. Fibois, les filières chanvre, les réseaux qui existent déjà, voilà, oui. Voilà, les interlocuteurs. Si vous voulez vous faire enlever une dent, vous n'allez pas voir le garagiste, vous allez voir un dentiste. Là, c'est pareil. Il faut aller voir les bons experts. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi une multiplicité d'acteurs. Est-ce que les autres filières, la terre et le champ, vous êtes d'accord avec ce que Nicolas vient de dire? Voilà. Et est-ce qu'on peut imaginer que, oui, les uns avec les autres, les uns par les autres, vous puissiez assurer cette information, cette promotion, cette diffusion pour lui donner encore plus de force, en fait? C'est peut-être ce que font déjà Fibois et ODIS. Oui, alors je me permets d'intervenir parce qu'on a la cellule économique régionale de la construction, la CER, que je n'ai pas citée tout à l'heure, qui en fait fait ce travail d'information auprès des organisations professionnelles et de tous les acteurs intéressés par les matériaux biosourcés notamment. Ça fait partie des études qu'ils proposent, de la même façon qu'ils renseignent sur l'ensemble de l'activité de la construction en Nouvelle-Aquitaine. Donc on a aussi un acteur qui est là pour faire des études, Mathieu. Voilà, mais il pourra prendre la parole. Et merci encore de faire la transition, parce que je regarde ma montre et puis je me dis c'est même maintenant le moment effectivement de passer la parole à la salle pour qu'il vous questionne, qu'il vous interpelle. Alors ça peut être votre collègue du conseil régional, Ève. Mathieu, tu te présentes? Bonjour à tous, Mathieu Jameau de la Cercle Nouvelle-Aquitaine. Merci de nous avoir cités. On est là en appui de tous les acteurs de l'acte de construire. Et depuis quelque temps, on est sollicité sur le biosourcé, en premier lieu par la paille, où on a fait l'année dernière, Nicolas, si je ne me trompe pas, en gros une étude de marché pour montrer ce que pèse la filière. Donc voilà, et on va faire en début d'année ce travail sur d'autres filières. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour tous cette question d'observation. Donc d'autres réactions, aussi bien sur le net que dans la salle, là. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez directement poser à l'un ou l'autre? C'est l'occasion ou jamais. Alors en attendant, une remarque qu'on se faisait avec Hugues Petit-Étienne de Fibois, c'est que depuis 2015, les discussions autour des biosourcés ont bien évolué, ont vraiment évolué. Les projets sont là, les professionnels sont là, de plus en plus formés. Donc bravo à vous tous. Une question ou une remarque. Allez, je monte les escaliers. Voilà. Va falloir me payer un coup, hein. Voilà. Ève aura fait beaucoup de sport pendant Et ça me fait du bien, ça me fait du bien, Alain.
Et c'est moi qui conduis, donc Merci. elle peut boire, hein, pas de souci. Parfait, bon, mais ça va peut-être me coûter cher, on va voir. Du coup, moi j'ai une question pour la filière chanvre. Je suis utilisateur de chanvre, je projette du terre chanvre, on fait des maisons neuves et de la rénovation depuis 2 ans. Et mon chanvre, je l'achète à plus de 200 km. Et du coup, je voulais savoir, je suis très intéressé par le développement de la... Où est-ce que vous êtes? À Roaillan, c'est à côté de Langon. Langon, c'est direction Toulouse depuis Bordeaux. C'est pas le D'accord. Roaillan sur la côte, c'est Roaillan. Ah, Roaillan, c'est pas la station balnéaire. Non, du D'accord, tout. ok. Oui. On a moins d'embrun. Et du coup, ma question, voilà, je suis très, très content d'apprendre que le chanvre mélois va servir de modèle pour développer dans différents bassins voilà, cette filière. Et ma question, c'est avec quels outils de production en local, du coup, quel financement et quelles perspectives temporelles on peut imaginer avoir opérationnellement voilà, Du chanvre pas loin de chez vous. des filières de transformation qui soient opérationnelles en Gironde, éventuellement dans le Lot-et-Garonne. Bon, aujourd'hui, à proximité de chez vous, c'est nous les plus près. Ça, c'est sûr, c'est même pas la peine de chercher. Bon, après, dans le développement, la particularité de notre système, en fin de compte, c'est qu'on ne fait pas d'investissement spécifique, hormis l'usine de défibrage. C'est-à-dire que dans toutes les fermes, on arrive à trouver les outils qui vont servir à la récolte. Avec de légères modifications, c'est ce qu'on apporte en même temps qu'on lance ces bassins. Et ensuite, l'unité de défibrage, la particularité qu'elle a, c'est à partir de 40 hectares, elle est déjà rentable, sans aide publique. Donc avec des petites surfaces, on arrivera à implanter des unités. Et ces unités seront capables de sortir des produits certifiables et labellisables. Donc déjà, si tout va bien, normalement en 2023, vous devriez avoir du chanvre pas très loin de chez vous. Bon, ça va vite. Mais dans un premier temps, pour lancer les groupes d'agriculteurs, on veut qu'ils fassent une essai sur 3 hectares et être sûr que... Parce que le chanvre, c'est quand même particulier à récolter et c'est bien d'être un groupe uni pour y arriver, surtout les années où ça ne va pas bien. Donc c'est ça qu'on veut vérifier la première année. Et avant qu'ils se lancent dans un investissement, malgré tout, après, il faudra transformer 40 hectares. Donc, normalement, ils vont faire 3 hectares cette année, ils vont le cultiver, le récolter. On va l'envoyer exceptionnellement à Chanvre-Mélois pour le trier. Et ça va retourner là où ça a été produit pour être vendu. Non, c'est plutôt montrer aux artisans comment on peut l'utiliser, sous quelle forme, sous quelle manière, et tout ça. Un développement dans la construction. Et si je veux installer une usine de défivrage sur mon territoire, c'est un ticket de combien en fait? Une unité avec le fonds de trésorerie pour que l'unité roule, c'est 200 000 euros. 200 000 euros. Avec un fonds de trésorerie, hein, pour commencer. Et juste pour rebondir, il faudrait donc du coup, comme disait Hubert, on lance des expérimentations sur 3 hectares cette année par bassin. L'objectif étant de convaincre au maximum les agriculteurs qui vont participer à ces actions, que ça fasse des petits autour d'eux et qu'il y ait un groupe, un noyau dur qui se forme sur un bassin le plus près de chez vous possible, évidemment. Là, on est sur 6 bassins cette année et l'année prochaine qui sont expérimentés. On espère d'ici 2024 pouvoir couvrir l'ensemble de la région. Et après, en fonction des volumes qu'il y aura besoin, l'idée, c'est de regrouper tous les petits bassins. Quand il faut un gros volume à un endroit, le petit bassin, il ne pourra pas fournir, évidemment. Donc, on servira de tous les bassins pour alimenter ce gros volume. Mutualiser, exactement. On mutualise la partie commerciale pour les gros volumes. Et alors, concrètement, on vous appelle, c'est Eve, est-ce que j'ai une question ça veut dire quoi? La maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, vous appelle à quel moment? Vous donne les quantités et c'est Chanvre Nouvelle-Aquitaine qui voit comment ça se passe concrètement? Alors, aujourd'hui, ça passe tout par mois, pratiquement. Bon, ça, c'est comme ça. Alors vous, le chanvre mélois, c'est ça? Oui, chanvre mélois. Parce que je connais à peu près tous les groupes qui produisent du chanvre et je sais à peu près tout le temps leur stock. Donc, on se sert de plateforme tournante. Après, on est très très souple, on est très très réactif, donc à moins que ce soit 1000 mètres cubes, mais bon, si c'est 200 ou 300, ça ne m'affole pas du tout, quoi. On est capable de faire face très très rapidement. Mais vous avez raison, parce que la filière chanvre, même au niveau national, a de grandes ambitions. Je rappelle les Jeux Olympiques de 2024 avec le quartier olympique qui est un des objectifs qui est lancé par la filière chanvre. Et je ne sais pas si un jour on aura l'occasion de pouvoir participer à des grands projets comme ça de construction, mais évidemment ce serait l'idéal.
Voilà. Merci. Dernière question, il est 16h42. Ève, encore une question? Pas de cuit-cuit. Il n'y a pas de cuit-cuit. Éloi? Et alors, cher Alain, il y a des cuits-cuits parce que vous les demandez, mais il n'y a pas de question au bout. Il n'y a pas de question au bout. Donc, la Et dernière... il y a du monde qui regarde, donc tout Il y a va du bien. monde qui regarde. Très bien. Donc, dans la salle, alors, voilà, je vois un bras qui se lève. Il y a un bras qui se lève? Ah non, alors c'était une erreur. C'était pour se gratter, effectivement. Amélie, un complément de 30 secondes. Très court. Je n'ai pas donné la dénomination du projet sur la caractérisation des terres. Donc ce projet s'appelle Des terres. Et je fais un petit appel à manifestation d'intérêt. Si des acteurs sont intéressés, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante, contact@deterres.fr. Et également, on est en cours de levée de fonds. Donc s'il y a des mécènes qui puissent se manifester. Voilà, je suis entre autres en charge de la levée de fonds. Donc n'hésitez pas, si vous avez un intérêt et de l'argent, bah, c'est génial. Mais si vous avez déjà un intérêt, c'est super formidable. aussi. Des terres, D-E... T-E-2-R-E-S. D-E-S-T-E... Non, D-E... Des terres. D-E-S-T-E-2-R-E-S. Et tout ça, ça se tient. Exactement. Voilà, desterres.fr. Voilà. On termine, le petit mot de la fin, peut-être Virginie, non par rapport à l'introduction, ce que vous avez entendu, ça vous un conforte? grand merci à vous, aux personnes qui sont présentes, à Ève, Nathalie, aux personnes qui ont participé. Je trouve que, moi personnellement, j'ai appris beaucoup et je trouve ça très agréable de voir le résultat en fait du travail qui a été mené par tout le monde depuis toutes ces années et de voir aujourd'hui qu'on arrive à réunir des personnes autour de cette thématique. Voilà. Et ça tient en cœur. En plus à la région, de pouvoir continuer de développer ces filières. Donc voilà, moi c'est merci. Très bien, merci. Et je pense qu'on vous remercie tous, les participants de la table ronde, sous les applaudissements du public.